La dernière intervention va nous amener à nous décaler de plusieurs manières, puisque la séance porte bien sur les pratiques des professionnels. On va être décalé à plusieurs niveaux, puisqu'on va parler de familles hébergées à l'hôtel à Paris au titre de l'ASE. Nous décaler parce qu'on va être plutôt sur la question de comment agissent les professionnels dans le cadre de l'accès au logement et gèrent l'attente de ces longs processus d'accès au logement. Et nous décaler également, puisque l'approche va être une approche d'ethnographie statistique que vous allez sûrement nous présenter. Donc, je donne la parole à Pierre-Antoine Chauvin, qui est sociologue, enseignant-chercheur en politique sociale à l'école des hautes études en santé publique, le HESP, à Rennes cette fois-ci, donc je ne me trompe pas. Et vous travaillez plus globalement sur les exclusions sociales et la pauvreté. Donc, votre intervention porte sur l'administration de l'attente, la politique et la trajectoire des relogements des familles hébergées à l'hôtel à Paris au titre de l'ASE. Je vous remercie et je vous donne la parole pour 25 minutes. Pareil, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Allez-y. Si je vous dis rien, c'est que c'est bon. Parfait. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence ce matin. Je souhaiterais avant toute chose remercier donc l'équipe de l'ONPE et de l'IERDJ de leur invitation à cette rencontre autour des questions du logement, de la protection de l'enfance, mais aussi de sa mise en danger lorsqu'il s'agit d'héberger ces enfants dans les hôtels meublés. À cet égard, le séminaire d'aujourd'hui m'offre l'opportunité de présenter les principaux résultats de ma thèse en sociologie de l'action publique, intitulée, vous l'avez rappelé à l'instant, l'administration de l'attente, politique et trajectoire de relogement des familles hébergées à l'hôtel à Paris, au titre de l'ASE. Ce travail de thèse a été dirigé par Catherine Monvalet et Pascal Lettriche-Dragon et a été cofinancé par la mairie de Paris ainsi que l'INED. Alors mon propos va paraître peut-être un peu dense pour une fin de séance, mais voilà, j'espère qu'il suscitera votre intérêt et des critiques et de multiples commentaires. Avant d'évoquer plus en détail les principaux résultats saillants de ce travail de recherche, je vous propose de consacrer quelques instants au constat sociodémographique qui en était à la genèse, constat qui, vous le constaterez, plus de 10 ans plus tard, demeure d'actualité. Ce travail part d'un double constat, celui d'une familialisation de la demande d'hébergement, qui est liée elle-même au phénomène de féminisation des migrations, et celui d'une formation de plus en plus administrée de la population parisienne. Chaque nuit en Île-de-France, plus de 12 000 familles, soit près de 40 000 personnes, dorment dans une chambre d'hôtel financée par l'État et les départements au titre d'une part de la mise à l'abri pour le premier et de la protection de l'enfance pour les seconds. Longtemps fréquentés par des hommes célibataires, les hôtels meublés constituent aujourd'hui la première forme d'hébergement institutionnel pour les familles sans domicile à Paris. Ces familles sont sans domicile, mais pour nombre d'entre elles, sans titre de séjour. Près de 31% des personnes hébergées à l'hôtel sont en situation irrégulière. Les hôtels meublés ont vocation désormais à compenser les carences des structures spécialisées dans l'accueil des demandeuses d'asile, issues majoritairement d'Afrique subsaharienne. Et ils viennent compenser également la réduction, depuis les années 70, du nombre de logements à bas loyer destinés aux classes populaires parisiennes. On a assisté, en effet, depuis plusieurs décennies, à un long processus de contraction de l'offre de logements populaires dans le centre de Paris, sous l'effet notamment donc, de la hausse continue des loyers du parc locatif privé, mais également la disparition de ce qu'on appelait autrefois des chambres de bonne, et également la conversion des meublés, dont on parle aujourd'hui dans le cadre de l'organisation en France des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, la conversion des meublés en meublés touristiques, mais également des hôtels meublés qui sont eux-mêmes convertis en hôtels de tourisme depuis plusieurs années. À cette lente érosion du parc de logements populaires s'ajoute un second phénomène, la constitution d'un vaste parc social sous contrôle municipal et ou étatique. Progressivement, une part importante du parc privé dégradé parisien a été convertie en logements sociaux. Au 1er janvier 2022, ces derniers représentaient près d'un quart des résidences principales à Paris. Face à la hausse continue de la demande, les pouvoirs publics ont également développé en parallèle tout un ensemble de dispositifs d'hébergement et de filières dites prioritaires dans le cadre du droit au logement. Selon mes estimations, ces files d'attente représentent désormais près de 40% des logements sociaux attribués chaque année à Paris aux catégories populaires.
De ce double constat est née ma volonté d'analyser ces nouveaux mécanismes d'affectation des logements sociaux aux classes populaires, et plus spécifiquement aux familles sans domicile hébergées par les institutions dans le cadre de la protection de l'enfance. Il s'agissait notamment pour moi de répondre aux interrogations de certaines familles elles-mêmes explicitées en ces termes dans le cadre d'entretiens que j'ai menés dans certains hôtels parisiens. Je cite « Je ne sais pas comment ils gèrent. J'ai beau regarder des émissions à la télévision, je me dis si un jour on peut voir l'arrière, ce qui se passe en arrière-plan de ces centres sociaux, et aussi de savoir sur quels critères ils se basent, pourquoi elle et pourquoi pas elle, un tel et pas un tel, je ne sais pas. » En enquêtant dans les coulisses de l'État social, j'ai tenté de restituer le travail de priorisation des candidates effectué par les agentes du guichet, travail qui demeure peu accessible au regard journalistique. Il s'agissait enfin de combler un vide de connaissances en matière d'analyse des politiques de relogement et de leurs effets sur les trajectoires individuelles et collectives. Je propose d'évoquer maintenant, pendant quelques minutes, les méthodes d'enquête que j'ai employées dans le cadre de cette thèse. Mon travail de recherche partait d'une double ambition méthodologique, donc c'est quand j'ai commencé en 2013. La première était d'observer la mise en œuvre ordinaire du droit au logement à partir d'une double entrée. L'entrée, tout d'abord, par les institutions, qui comportaient des phases d'observation dans plusieurs commissions de labellisation des candidates. Mon immersion au sein de la direction du logement et de l'habitat de la ville de Paris permettait également d'assister à la fabrication quotidienne du jugement administratif. Mon enquête a par ailleurs donné à voir, à entendre, les principaux acteurs qui incarnent cette administration parisienne, aux fonctionnaires, cadres intermédiaires, agents administratifs du guichet. La seconde entrée, l'entrée par les administrés, après celle des administrations, impliquait quant à elle la passation d'entretiens biographiques. Durant plusieurs mois, j'ai visité 25 établissements hôteliers, que vous avez ici sur cette petite carte, difficilement lisible pour vous. Donc 25 établissements hôteliers situés plutôt au nord de Paris, au nord-est de Paris. Et j'ai réalisé dans ce cadre de ces visites ethnographiques 41 entretiens donc, auprès de familles sans domicile qui étaient hébergées donc, au titre de la protection de l'enfance par le département de Paris. La deuxième ambition de ce travail de thèse était de réaliser une ethnographie, ce qu'on appelle une ethnographie statistique de l'état social, à partir des traces documentaires laissées par les candidates au relogement. Au sein du bureau du relogement de la ville de Paris, dans lequel j'étais accueilli, de nombreuses boîtes d'archives étaient entreposées et abandonnées à la poussière. Et en ouvrant cette dizaine de boîtes, j'ai pu reconstituer sur 6 années les trajectoires résidentielles de 696 familles sans domicile hébergées à l'hôtel à Paris en 2009 au titre de l'ASE. Dans un second temps, j'ai mis en relation ces 410 dossiers collectés avec les données du fichier vivant des demandeurs de logement de la ville de Paris. Alors cette collecte était assez artisanale, mais ce travail demeurait finalement la seule façon de mesurer ce qu'on pourrait appeler les effets agrégés du travail des gens au guichet. Alors je propose d'évoquer maintenant les principaux apports de ce travail de recherche. Mon intérêt dans le cadre de cette thèse, c'est d'abord porté sur le rôle du temps dans l'administration des files d'attente. On a évoqué, notamment Marc-Henri Soulet, la question du domicile comme une temporalité, à la fois dans son vécu, mais aussi dans sa production, et aussi également dans ses attributions par les acteurs publics. Et j'évoquerai ensuite le deuxième axe de recherche de ce travail de thèse, qui était et l'enjeu était celui pour moi de mesurer les effets de la mise en œuvre du droit au logement, à la fois sur les chances, mais aussi sur les délais d'accès au logement social. Je propose successivement de voir ces deux axes de recherche. Alors l'incendie de l'hôtel Paris Opéra, qui a provoqué la mort de 24 personnes dans la nuit du 14 au 15 avril 2005, va convaincre les élus parisiens de mettre en place un nouveau dispositif de relogement dit temporaire, appelé louer solidaire et sans risque à Paris, et qui a ensuite été développé par les services de l'État au niveau de l'Île-de-France sous le nom de Solibail, que vous avez peut-être déjà entendu. Vous avez entendu parler. Donc un logement temporaire dans le parc privé, c'est un logement qu'on qualifie parfois de logement d'insertion ou logement accompagné, et qui va devenir le fer de lance de cette stratégie nationale du logement d'abord qui a été impulsée en 2007. Alors ce dispositif, il fonctionne exclusivement sous forme de location sous location. Un contrat de location est conclu entre les organismes conventionnés, organismes associatifs la plupart du temps, et les bailleurs privés souhaitant mettre à disposition un logement vacant. Alors, la mobilisation
temporaire du parc privé à des fins sociales s'est imposée comme l'une des principales réponses publiques à la hausse continue des personnes hébergées à l'hôtel, notamment des familles accueillies dans le cadre de la protection de l'enfance. Cette nouvelle forme de logement temporaire témoigne ainsi de la permanence de certains usages, qu'on appelle les usages bureaucratiques du temps. On va y revenir. Administrer l'attente revient en effet à étoffer un ensemble de dispositifs de gestion d'une attente sur laquelle l'administration ne peut jouer finalement qu'à la marge. L'administration municipale va tout d'abord chercher à agir sur des flux d'entrée dans certaines files d'attente. À cette fin, elle va tenter de rationner les places d'hébergement en introduisant une condition de durée de résidence à Paris. Les agents du guichet sont également amenés à négocier, et cela arrive souvent, avec l'hébergeant afin de reporter dans le temps la phase d'hébergement institutionnel. Cette politique de retardement doit permettre à l'administration de gagner du temps et d'endiguer la progression du stock de ménages prioritaires en attente d'un relogement. Dans cette configuration, le temps d'attente apparaît autant comme une contrainte de gestion, finalement, que comme un outil d'administration. L'exemple du logement temporaire nous amène maintenant à nous intéresser plus largement aux nouvelles modalités d'administration du droit au logement. À l'image de ce qu'on observe depuis plusieurs décennies à l'entrée de l'enseignement supérieur, l'orientation des candidats s'organise au sein d'un champ toujours plus foisonnant: diversification des filières, inflation des labellisations, complexification du système d'acteurs, etc. Or, ces nouvelles modalités ne sont pas sans effet sur les trajectoires des candidates, des familles candidates. Le second axe de recherche consistait donc pour moi à mesurer ces effets sur une cohorte de familles hébergées à l'hôtel en 2009 au titre de la protection de l'enfance et sur une durée d'observation de 6 ans. 3 principaux effets ont été observés dans le cadre de cette analyse de cohorte. Le premier effet concerne leurs chances d'accès au logement social. Le second effet touche plutôt à leurs attentes en matière de logement. Et enfin, le troisième effet porte sur leur délai d'accès au logement social. Dans un premier temps, j'ai pu démontrer une transformation, ce que j'ai nommé une transformation inégalitaire des chances d'accès au logement social. La reconnaissance d'une priorité passe par l'attribution d'un ou plusieurs labels, DALO, donc droit au logement opposable, CD, par des instances composées de représentants de l'État, des collectivités locales, des CAF, etc. Dans le cadre de ces travaux de thèse, j'ai montré que toute période d'hébergement à l'hôtel ne conduisait pas systématiquement à la reconnaissance d'une priorité pour le relogement. Durant la période d'observation de mon enquête, près de 17% des familles n'ont bénéficié. Graphique qui permet en fait d'observer des trajectoires de relogement et de destins résidentiels inégaux, avec sur votre gauche donc la période d'hébergement à l'hôtel en 2009 et puis ensuite le travail d'orientation réalisé par les administrations parisiennes, et ensuite le destin résidentiel sur votre droite en 2014, donc saisi en 2014, avec une part importante de familles qui ont été relogées, plus de la moitié, mais aussi une part importante de familles qui sont durablement exclues du logement social. Alors, la raison de ces départs de l'hôtel sont multiples, mais le sentiment de honte de devoir recourir à l'aide sociale prédomine, comme en témoigne cet extrait d'entretien réalisé avec Madame Amina Benab, son nom a été naturellement changé, le 10 mars 2013. Rentrer dans un circuit social est une chose, en sortir en est une autre. On n'en sort pas indemne, on garde quand même certaines séquelles. Demander de l'aide, ce n'est pas évident. Enfin, on croit que c'est simple. On va voir une assistance sociale, on dit « bah voilà mes soucis ». Je ne me suis pas senti réellement à ma place. Il y a un moment où j'ai dit « il vaudrait peut-être mieux que je laisse tomber, que je m'en aille et que je me débrouille par moi-même ». Les familles qui tenteront de se débrouiller par elles-mêmes, en se logeant dans le parc privé ou en retournant chez leur hébergeant, cesseront d'être prioritaires aux yeux des institutions. Toutes choses égales par ailleurs, les familles hébergées à l'hôtel ont ainsi 4 fois plus de chances d'être relogées que celles qui l'ont quitté et continuent d'espérer à distance des institutions. Tout départ de l'hôtel se paye ainsi au prix d'un déclassement dans la course au logement social.
Dans ces travaux de thèse, j'ai également montré que l'inflation des dispositifs de relogement précités, DALO, accord collectif, logement temporaire, a engendré une hiérarchisation des files d'attente, et donc des publics. Cette hiérarchisation se fait au détriment de la moins sélective d'entre elles, celle du DALO, comme en témoigne le diagramme en mosaïque que vous avez sous les yeux. Ainsi, 36% des familles labellisées DALO ont été relogées, ici en rose sur le graphique, presque en bas, contre près de 70% pour les familles qui sont passées par le logement temporaire parisien, ici en violet, donc en haut. Parmi les familles qui ne sont titulaires d'aucun label de priorité, en rouge, en bas, tout en bas, seuls 20% ont obtenu un logement au sein du parc social. Donc on voit bien, c'est un phénomène de hiérarchisation en fonction du type de labellisation des familles. Le droit au logement opposable est ainsi concurrencé par toutes sortes de labels produits par les pouvoirs publics, labels de priorité qui ont été mis en place au nom du droit au logement. Mes analyses statistiques confirment également la conditionnalité économique du droit au logement. Les candidats doivent non seulement respecter certains plafonds de ressources, mais elles sont également soumises à un seuil minimal de revenus d'activité situé aux alentours d'un demi-SMIC, ici sur le graphique, donc matérialisé par un trait rouge. Plus le revenu d'activité est élevé, meilleure sera la situation résidentielle à la sortie. Le graphique reproduit ici met en évidence une relation étroite entre les revenus d'activité et les conditions de logement 6 ans plus tard. 75% des familles qui accèdent au logement social ont des revenus supérieurs à un demi-SMIC. À l'inverse, 75% des familles qui demeurent à l'hôtel 6 ans plus tard ont des revenus inférieurs à un demi-SMIC. Ma thèse confirme par ailleurs l'importance du rôle joué ici par les agentes du guichet. À salaires égaux, les destins résidentiels se révèlent parfois inégaux. La priorité est accordée en effet sur la base de critères extra-juridiques. Les familles doivent non seulement présenter un revenu de travail stable et suffisamment élevé, mais elles doivent de surcroît adhérer explicitement aux valeurs promues par les classes moyennes qui les accueillent au guichet. Parmi ces valeurs, l'éthique du travail, celle de l'épargne, mais aussi l'idéal d'autonomie. Ce constat m'amène à évoquer maintenant les effets de ce travail administratif sur la formation des attentes populaires en matière de logement. Depuis sa première formulation, le 31 mai 1990 par la loi Besson, le droit au logement a suscité de nouvelles espérances chez les personnes mal logées. Cette attente s'est encore renforcée depuis l'affirmation de son opposabilité par la loi du 5 mars 2007. L'intitulé de cette thèse, l'administration de l'attente, visait en partie à prendre acte de cette nouvelle donne. À défaut de pouvoir gagner suffisamment de temps, les administrations doivent en effet s'assurer de ne pas en perdre. Les agents tentent de limiter certains refus de proposition de logement et sont invités pour cela à, je cite, « casser les représentations des familles et à tenir un discours de réalité pour qu'une famille regarde avec bienveillance les propositions de logement ». Les agentes, en tant qu'agents de transformation, tel que ça a été évoqué il y a quelques minutes par Catherine Selné, les agentes donc doivent accomplir un travail de conversion des espérances. Visite de quartier ou de communes portant certains stigmates, échanges organisés avec certains habitants et certaines habitantes, intervention d'une représentante de bailleur, etc. Loin de correspondre à une demande spontanée, les attentes à l'égard des institutions résultent bien d'un travail social d'ajustement. Le guichet est le lieu par excellence où s'opère un ajustement des attentes des candidates aux attendus institutionnels. Après avoir montré que les effets de la mise en œuvre du droit au logement sur les chances des candidates et sur leurs attentes en matière de logement, j'ai analysé une troisième série d'effets sur les délais d'attente. Les administrations doivent simultanément faire droit aux attentes des demandeurs et prendre en compte celles des autres acteurs du système local d'attribution, les élus locaux, les bailleurs sociaux, mais aussi les collectifs militants, défendent pourtant des intérêts contradictoires. Les administrations poursuivent par exemple des objectifs ambitieux en matière de relogement des ménages prioritaires, mais sont soumises à de nombreux impératifs de gestion. Quant aux bailleurs sociaux, ici représentés dans la salle par l'USH, et les élus locaux, ils sont aussi soucieux de ne pas modifier trop fortement les équilibres de peuplement de leur parc. L'offre de logements destinée au public, dit prioritaire, fait ainsi l'objet parfois de pratiques de rétention de la part de certains bailleurs qui n'hésitent pas à ralentir les processus de relogement. Enfin, et c'est important de l'évoquer aussi ici, les collectifs de mal logés, qui sont très actifs dans le champ du relogement, cherchent aussi de leur côté, quand on travaille sur ce sujet, quand on mène une enquête, à garantir aussi certains débouchés, très concrètement, à leurs adhérents dans le cadre de transactions politiques locales. Cette concurrence des priorités
n'est pas sans effet sur les calendriers d'accès au logement social. À l'aide des données que j'ai pu collecter dans le cadre de ce travail, j'ai pu montrer que les délais d'attente résultaient en grande partie des conditions de prise en charge d'un ensemble d'attendus concurrents. Plus que d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, les délais d'attente sont le produit de compromis négociés entre les différents acteurs du système local d'attribution. De ce constat empirique découlent plusieurs affirmations. Non seulement les publics dits prioritaires ne le sont pas systématiquement au moment de l'attribution, mais une part importante de ceux et celles qui ont été relogés subit des durées d'attente équivalentes, voire parfois supérieures à la durée moyenne d'accès au logement à Paris, soit environ 4 ans au moment de mon enquête. Ce constat mérite toutefois d'être affiné et devra faire l'objet de travaux ultérieurs. La mesure actuelle de la durée moyenne d'attente à Paris et ailleurs ne prend pas en compte ni le type de logement social attribué, ni la superficie, ni encore la catégorie socio-professionnelle des postulantes. À cet égard, un des défis pour l'action publique réside dans l'amélioration de la qualité des données en matière de mesure de l'attente. La conservation des données au-delà d'un délai de 5 ans constitue sans doute une de ces conditions favorables. En guise de conclusion, ma thèse pourra être lue comme une invitation à repenser le rôle des administrations dans la mise en œuvre du droit au logement. Elle montre notamment que l'administration de l'attente ne se réduit pas à une simple gestion de la pénurie, mais revêt la forme d'une coproduction des délais et d'une lutte entre les acteurs pour imposer leurs propres critères d'attribution. La portée juridique du droit au logement s'est ainsi effacée progressivement devant un ensemble de priorités gestionnaires qui entrent en concurrence. Davantage que des coupe-fils, les filières prioritaires sont des files d'attente autonomes, régis par leurs propres règles et leur propre calendrier. Et donc mes travaux de thèse montrent ainsi que l'organisation du système local d'attribution en filière, un peu comme l'enseignement supérieur, cette organisation va générer des inégalités en matière d'accès donc au précieux sésame qui est le logement social à Paris, mais aussi sur les autres territoires. Voilà, je vous remercie de votre attention.